Bonjour à tous, c'est Emmanuel Bourgerie pour votre 18e épisode de Free Lunch, votre podcast ultra néo giga turbo libéral favori. Et je suis avec Fergan aujourd'hui. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour vous parler cette semaine de la primaire, les primaires qui se déroulent en ce moment aux États-Unis par rapport, comme vous le savez probablement, j'espère en tout cas, déjà, cette année en 2016, il y aura la grande élection aux États-Unis, l'élection présidentielle aux États-Unis, et donc on voulait prendre un petit moment pour vous parler de cette fameuse primaire des différents candidats et prendre quelques sujets en particulier pour élaborer un petit peu. D'abord, donc juste pour vous préciser, il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui sont encore en course. On va se focaliser sur 5 d'entre eux qui sont un peu les 5 qui sortent du lot au niveau des sondages. Donc du côté démocrate, vous avez Hillary Clinton et Bernie Sanders, et du côté républicain, on va seulement s'attarder sur Donald Trump, Ted Cruz et Marco Rubio. C'est tout bêtement les 5 premiers à l'heure actuelle. C'est lors du premier caucus à l'Iowa, c'était les 5 qui étaient en tête. Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder en particulier sur ces 5-là. Mais on voulait d'abord commencer par une petite parenthèse, parce que notre chouchou, entre guillemets, a quitté la compétition, qui était Rand Paul. Malheureusement, il a annoncé cela, donc à la suite du caucus de l'Iowa. Il a fait 5% de mémoire, je crois. Un score relativement faible, qui était malheureusement ce qu'on s'attendait les résultats qu'on s'attendait à le voir faire. Et donc il a quitté la course à la candidature républicaine. Donc c'était un peu la déception pour nous, même si c'était pas un candidat vraiment libertarien sur le test de pureté libertarienne. Il y avait quand même plusieurs questions sur lesquelles, disons-le, on l'aimait bien. Donc on avait, par exemple, sur tout ce qui était taxation ou tout ce qui était les questions militaires et tout, il a quand même contribué à calmer un peu les discussions qu'il pouvait y avoir au sein des Républicains. Il y avait les débats avec Rand Paul et il y avait les débats sans Rand Paul. Et quand il est pas là, du coup, il s'en donnait un peu à cœur joie. Donc c'était un peu la déception de le voir, un peu la tristesse de le voir partir parce qu'il calmait le jeu sur de nombreuses questions. Donc maintenant on a les Donald Trump qui donnent le là. Donc on espère qu'on le reverra en tout cas. On en reparlera dans 4 ans. Mais pour cette fois-ci, malheureusement, c'est raté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur Rand Paul ? Oui, moi j'avais lu un article sur le Huffington Post avec lequel j'étais absolument d'accord sur le fait que finalement l'échec de Rand Paul était le signe que peut-être les libéraux classiques, voire les libertariens, devaient cesser de faire de l'entrisme chez les républicains pour faire passer leurs idées. Et je pense que cette analyse-là est assez intéressante. Elle disait finalement, il faudrait que le mouvement libertarien aux USA s'émancipe un petit peu des démocrates et des républicains, qu'il essaie d'avoir une place indépendante, parce que visiblement l'entrisme ça ne marche pas. Lorsqu'il s'agit de faire passer des propositions progressistes sur des sujets dits de société, drogue et compagnie par exemple, le mariage gay typiquement, chez les républicains ça passe pas parce qu'ils sont tous très 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 conservateurs. Donc de ce côté-là, il faudrait peut-être un mouvement beaucoup plus indépendant par rapport à ce qui existe, afin de cesser de faire des compromis qui, on le voit, ne permettent pas de s'attirer la sympathie des votants de toute manière. Donc ça ne fait que finalement que diluer la philosophie, et on en revient à promouvoir une forme hémiplégique de libertarianisme qui ne plaît ni aux libertariens ni aux étatistes. Donc du coup c'est une démarche qui est assez peu productive finalement. Oui, ce qui est très très intéressant de noter, c'est que tu as mentionné un article qui était paru dans le Huffington Post, qui est une publication, disons-le, quand même assez à gauche. Il y avait aussi salon.com, qui est pareil, alors magazine, c'est le humanité américain, bien à gauche, et même eux reconnaissaient, ils n'étaient pas en train de dire qu'ils étaient fans de Rand Paul non plus, mais ils reconnaissaient quand même que justement quand il intervenait dans les débats, il était un peu la voix de la raison sur certains sujets. Je pense que sur la question du mariage gay, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'il était quand même pas si éloigné de la position des autres, mais clairement sur
Sur les questions militaires, effectivement, c'est très difficile de tenir le discours qui tenait. Et donc, on voulait aborder quelques sujets en particulier. Un peu pour, on va dire, donner un peu qu'est-ce que nous, qu'est-ce que notre ressenti en tant que libéraux sur les différents sujets qui sont évoqués et les différentes plateformes qui ont été mises en avant par ces candidats. On voulait commencer par, bon, disons ce qui est le sujet dont tout le monde parle, les questions militaires, surtout avec la question de l'État islamique, etc. C'est vraiment le sujet qui est sur le devant de la scène médiatiquement, où là, surtout depuis le départ de Rand Paul, chez les Républicains, c'est un peu la fête du slip. On a quand même, Donald Trump. Bon, je sais même pas s'il y a besoin de commenter Donald Trump sur ces questions-là. Alors après, hier, il a sorti un truc intéressant. Il a reconnu que l'Irak, c'était un bordel et que... alors je sais pas s'il a exactement dit ça, mais d'après ce que j'ai compris, il a limite dit que l'invasion en Irak n'était pas une bonne idée. Il l'a dit. J'ai vu l'interview, okay. Il a dit texto que l'Irak, c'était... Oui, alors c'est Trump est quand même assez difficile. Trump, c'est un populiste. Ouais. Il va dire à un instant donné ce que l'audience a envie d'entendre. Donc, il est quand même, disons-le, très guerrier. Il a envie de bombarder tout le. Je sais pas, ça se demandait s'il a pas envie de bombarder tous les pays arabes tant qu'il y est. Non, mais il est très. Alors, allons-y. Et d'un autre côté, il va faire une interview où il va dire. Il l'a pas dit texto parce que bon, c'est quand même un peu un sujet tabou, mais il a quand même dit ouais, bon. On a fait une bêtise en Irak et il est en train de se prendre quand même un retour de, enfin les autres candidats républicains, ça passe pas très très bien ce qu'il a dit sur l'Irak parce que voilà, on critique pas Bush, hein, c'est le totem. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, on a Ted Cruz qui dit si ma mémoire est exacte, où il dit je ne sais pas si le sable brille quand on le bombarde, mais on va bien découvrir. Bon ça fait un peu peur. Marco Rubio là-dessus. Marco Rubio, sur plusieurs sujets, il essaie un peu de se positionner comme étant, je vais pas dire le modéré, parce que bon, un républicain modéré, ça reste un républicain quand même. Mais moins violent et moins allons faire la guerre à tout le monde que les autres candidats. Donc là-dessus, j'ai envie de dire à voir, mais c'est vrai qu'il a quand même dit clairement qu'il voulait augmenter la dépense militaire, il voulait restaurer pas mal de programmes qui ont été... Là où Obama a serré la vis sur les dernières années, il a envie un peu de laisser l'argent couler. Point intéressant, c'est Hillary Clinton, parce qu'elle est quand même très éloignée de. Enfin, c'est une démocrate, elle est censée être à gauche entre guillemets. Pourtant, c'est quand elle vote sur les questions militaires, elle vote comme une républicaine. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, elle est en faveur de mettre en place une no-fly zone au-dessus de la Syrie. Donc une no-fly zone, une zone où personne, un espace aérien qui est complètement fermé, sauf que ça revient en quelque sorte à déclarer la guerre à la Russie, ce que j'appellerais pas vraiment une position très sensée. Et Clinton, elle a un historique. Elle a été au pouvoir, elle a été secrétaire d'État. On sait ce qu'elle fait. On sait ce qu'elle est capable de faire parce qu'elle l'a fait. Ça a été la Libye. Ça a été tout ça. C'est la même personne qui après va dire ah là là, regardez un peu ces néoconservateurs qui vont envahir l'Irak pour défendre, construire l'expression qu'ils ont les Anglais, c'est nation building, donc construire des sociétés, des États-nations démocratiques et tout. Elle utilise exactement la même rhétorique pour aller en Libye. Donc elle est une hypocrite absolue là-dessus. Elle a d'ailleurs plusieurs investigations qui lui pendonnaient, dont notamment pour ce qui s'est passé à Benghazi. Clinton, sur la question militaire, il n'y a aucun doute que c'est une pure républicaine. Et ça, les gens essaient de le cacher, mais malheureusement, elle est franchement à droite sur les questions militaires. Oui, il est assez marrant que finalement la plupart des partisans de Clinton adoptent une rhétorique un petit peu anti-système, un petit peu subversive, comme quoi on va changer la manière avec laquelle on opère à l'étranger, alors que finalement c'est une candidate qui n'a pas trop de légitimité pour adopter une telle posture étant donné son passif, quoi. Absolument. Ouais. Absolument. Là, du coup, c'est typiquement le genre de solution. Faut surtout pas l'écouter. Faut regarder qu'est-ce qu'elle a fait parce que elle a été secrétaire d'État. On l'a vu à l'œuvre.
Donc, regardons ce qu'elle a fait, jugeons-la sur son passif. Point. Et son passif parle de lui-même. Là-dessus, on a quand même Bernie Sanders sur lequel on va lui donner un peu un bon point, parce que même s'il a pas toujours... Il a été très critique sur les différentes guerres, ça fait un peu longtemps qu'il est sénateur, je ne sais plus depuis quand, mais bon, ça fait longtemps qu'il est en politique en tout cas. Il s'est exprimé à de nombreuses reprises en étant très critique sur plusieurs interventions militaires. Maintenant, est-ce que derrière il va voter contre? Est-ce qu'il va avoir le courage d'aller voter à l'encontre de ce que le parti lui demande de faire? C'est pas gagné. Mais il faut quand même lui reconnaître que c'est de loin celui qui a, en termes de discours, le discours le plus modéré et le plus calme au niveau militaire. Il est en train de dire non, faut qu'on essaie de mettre en place des processus de paix plutôt que d'envoyer des bombes. J'ai envie de dire, voilà, allons-y. Pour une fois, on peut un sujet sur lequel on peut s'entendre avec lui. Et non, ça fait quand même plaisir de voir que tout le monde n'est pas en mode allons-y, puis on va bombarder tout ce qui bouge. Oui, alors après, je me méfierais du discours. C'est vrai que le discours est agréable à entendre, mais on a eu ce même discours-là chez Obama, avant qu'il prenne la présidence des États-Unis. Le mec a eu le prix Nobel de la paix, bon... Oui. Non, tout à fait, t'as raison. Faut rester sceptique. Faut rester sceptique. Je suis très méfiant vis-à-vis des discours politiques. Tout à fait raison. Je me permettais juste de souligner, c'est vrai qu'en termes de discours, c'est le plus intéressant. Maintenant, c'est vrai que, voilà. Même s'il a toujours, et de toute façon, il a été très consistant là-dessus. Il a toujours eu des discours très critiques. Maintenant, c'est vrai qu'après, quand il s'agit de voter, il a quand même du mal à sortir des clous de ce que le parti lui demande de faire. Donc, faut voir un peu qu'est-ce qu'il en sort. Juste petite parenthèse, quelque chose qui est quand même très important sur le sujet de l'intervention militaire, c'est que s'il y a le sujet numéro 1 sur lequel il faut analyser les discours des différents candidats, c'est celui-là, pour la simple et bonne raison que c'est le domaine sur lequel le président, entre guillemets, a tous les pouvoirs. Enfin, pas vrai qu'il a tous les pouvoirs, mais c'est un domaine sur lequel il n'a pas besoin de passer par le Congrès pour faire valider je ne sais quoi, il n'a pas besoin de changer complètement les institutions. C'est vraiment le sujet sur lequel, si le candidat il dit qu'il veut faire telle proposition, on sait qu'en tant que président, en tout cas en tant que président, ce sera dans ses prérogatives. C'est-à-dire qu'à côté, on va en parler, parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on nous fait les candidats font des promesses, sur lesquels on sait qu'en tant que président, ils n'auront pas les pouvoirs pour les mettre en place. Donc, c'est important de noter que sur la question militaire, s'il y a un sujet qu'il faut regarder de près, c'est celui-là, parce que c'est le sujet sur lequel, en tant que président, c'est là où le président a tous les pouvoirs, a vraiment le pouvoir de mettre en place ce qu'il promet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et absolument à garder à l'esprit. Il y a un sujet aussi qui revient très souvent sur la question de la santé. Et t'avais déniché quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport alors c'est un point de détail, c'est vrai, mais c'est quand même intéressant. Une proposition de Ted Cruz qu'on aime bien. Oui, c'est une proposition qui consiste en fait à faire en sorte que lorsqu'un médicament est approuvé dans un régulateur des pays de l'OCDE principalement, donc Union européenne, Japon et compagnie. En gros, que l'on puisse le mettre sur le marché automatiquement aux États-Unis sans passer par la FDA. La FDA qui est au centre de beaucoup de critiques. Parce qu'elle est accusée d'avoir des réglementations extrêmement corporatistes qui renchérissent artificiellement le coût, les coûts de production, les coûts de mise sur le marché. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu un grand scandale là-dessus il y a pas longtemps. Oui, le Pharma Bro. C'est ça, avec Martin Shkreli. Alors, je sais plus comment on prononce. Shkreli. Ouais, voilà. On laissera les auditeurs nous corriger. Ouais, c'est ça. Et donc en gros, pour raconter pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un type qui a acheté les droits sur un médicament, c'est bien ça, et qui a ensuite augmenté son prix de quelques dollars à $600 l'unité, quelque chose. C'est ça, voilà, pour un médicament qui en Inde peut être trouvé à moins $1. Et donc on a beaucoup là aussi accusé les dérives de l'économie de marché pour expliquer le besoin de réglementer ce genre d'abus. Alors qu'en fait c'était extrêmement réglementé. Alors qu'en fait, justement, si Martin a pu augmenter ces médicaments-là, c'est à cause
de ces réglementations qui empêchent de mettre sur le marché des pilules. Il faut faire une batterie de test, il faut. Oui, c'est extrêmement long en fait, surtout. C'est extrêmement long et surtout que c'est débile parce que certains médicaments, on les connaît, on sait qu'ils sont inoffensifs, ils ont été validés ailleurs et ils sont pas disponibles aux USA parce que les procédures ne sont pas les mêmes. Bon, et de ce côté-là, c'est vrai que la proposition de Ted Cruz de dire bon, très bien, on essaye d'harmoniser les procédures de manière un petit peu unilatérale à l'échelle internationale en permettant de valider des médicaments aux États-Unis lorsqu'ils sont validés à l'étranger, ça permettrait de démocratiser l'accès aux médicaments, de réduire les coûts de ces médicaments, au moins 50% pour la plupart des cas, quoi. Oui. Et je pense que là-dessus, donc encore une fois, c'est vrai que c'est un point de détail, mais c'est intéressant parce qu'il met vraiment le doigt sur les deux principaux problèmes de la santé et du système de santé aux États-Unis. Bon, mis à part le débat public-privé, ça restera toujours un sujet de débat, mais objectivement, il y a deux problèmes aujourd'hui dans la santé aux États-Unis. Peut-être il y a un problème de coût, et ça, c'est pas juste un problème d'assurance, il y a vraiment un problème la santé coûte trop cher. Vous allez dans un hôpital pour une appendicite, ça peut monter jusqu'à $50,000 pour une appendicite. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais moi, si demain un méchant a un cancer, c'est quelques centaines d'euros pour faire une opération pour retirer un cancer. Donc, je veux qu'on m'explique comment est-ce qu'on arrive à passer quelques centaines d'euros pour une opération d'un cancer à $55,000 pour une appendicite qui est une opération bénigne. Donc, il y a vraiment un problème de coût et en sous-jacent, souvent un problème de concurrence et de réglementation extrêmement foisonnante. Et en fait, là-dessus, il met le doigt un peu sur le problème, sur des problèmes réels qui font que, voilà, c'est avec ce genre de petites réformes qui des fois sont anecdotiques. C'est vrai, faut pas non plus imaginer que c'est le je sais pas, Captain America qui va arriver et puis qui va résoudre absolument tous les problèmes du monde. Mais c'est avec ce genre de réformes orientées vers la réduction des coûts et introduire plus de concurrence et remettre des réglementations, on va dire, moins folle, c'est avec ce genre de réforme qu'on pourra aux États-Unis améliorer le système de santé. Donc s'il reste sur cette ligne, donc là on va lui donner un bon point sur cette idée-là, mais c'est vrai que s'il reste sur cette ligne de dire il faut plus de concurrence et il faut baisser les coûts, c'est le genre d'approche qui est intéressante à mettre en place. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître anecdotique, mais d'un côté je suis un peu c'est révélateur, oui, mais c'est révélateur. Ouais, c'est ça. L'approche est intéressante en tout cas. Donc c'est un exemple, mais voilà, des fois, faut illustrer avec des exemples. Hein. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne réglera pas le problème des États-Unis avec une réforme unique, magique et oui, bien sûr. Qui touche à tout. Ça va être aux États-Unis, c'est un système qui est absolument complexe. Moi, plus je me documente sur la santé américaine, plus je me rends compte à quel point c'est complexe. Et à chaque fois, c'est des petits goulots d'étranglement. Et c'est vrai que c'est avec ce genre de petites réformes à droite à gauche qu'on peut déjà réussir à faire à vraiment transformer la santé américaine et à la rendre plus accessible, ne serait-ce qu'avec une batterie de petites réformes. Ça veut pas dire qu'à côté il y a des grosses réformes qui ont besoin d'être faites, mais il y a aussi besoin de toute cette batterie de petites choses qui pourraient drastiquement améliorer les coûts et améliorer l'accessibilité. Et ça peut inspirer aussi l'Europe, parce que l'Europe a les mêmes problèmes. Nous, effectivement, on est un petit peu... alors, peut-être que l'on voit moins à quel point la santé coûte cher parce qu'on a un système de sécurité sociale qui redistribue peut-être un peu plus. Mais les problèmes de corporatisme et de concurrence, on les a aussi ici. Absolument. Donc, on a des mêmes problèmes de monopole. Ouais. Peut-être pas à la même ampleur, mais on a des problèmes tout à fait similaires chez nous. Et bon, autre anecdote... Mais bon, pareil, c'est Trump, donc pas trop s'attarder là-dessus. Donald Trump, même s'il a du mal à lire publiquement, il est quand même en faveur de l'Obamacare. Ce qui est quand même assez drôle. Moi, j'adore l'histoire de l'Obamacare. C'est une loi qui, à la base, était inspirée d'une idée d'un think tank conservateur, la Fondation Héritage, qui ensuite est implémentée par un démocrate et critiquée par des républicains pour qu'aujourd'hui, le premier des candidats républicains dise que c'est une bonne idée. Donc, politiquement, l'Obamacare, c'est génial. C'est fascinant. Et donc voilà, Trump aime bien l'Obamacare. Donc si vous êtes contre l'Obamacare, ne votez pas Trump. c'est aussi simple que ça. Et une des propositions, donc là on va parler un peu plus de Bernie Sanders parce que c'est une de ses propositions phares, c'est de nationaliser intégralement au moins le secteur de l'assurance. Il n'a pas dit qu'il voulait nationaliser l'intégralité de l'industrie de santé, il veut pas mettre en place des hôpitaux publics. À ma connaissance, c'est pas sur sa plateforme. Sa plateforme, c'est ce qu'ils appellent le single payer healthcare. Où en fait, c'est donc l'État prend le contrôle des assurances et
bah du coup rembourse tous les comment dire, tous les frais de santé. Et déjà, je vais juste donner un chiffre que j'avais déjà abordé sur mon blog. La dépense de santé aux États-Unis, si vous prenez, il y a une sécurité sociale aux États-Unis. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, ils n'y connaissent rien. C'est factuellement faux. Il y a une sécurité sociale aux États-Unis. Elle n'est pas développée comme en Europe, elle n'est pas développée comme en France, mais elle existe. Donc c'est factuellement faux de dire qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et la sécurité, donc la dépense de santé publique aux États-Unis par habitant, donc pour comparer, pour amener un peu des choses comparables, est supérieure en France. Est supérieure à pas grand-chose. Ça se joue à 3 fois rien. Mais allez, les États-Unis dépensent par habitant plus en santé publique plus que les Français. Donc dire que c'est un problème de manque de dépenses publiques. La France dépense plus dépense en termes de santé publique. La France dépense moins que les États-Unis. Donc c'est pas un problème de manque. Quand je vois, c'est un problème de coût. Et voilà. Donc le plan de Sanders là-dessus est disons-le, un peu à côté de la plaque, quoi. Parce qu'il dit, oui, regardez, c'est à cause de ces intermédiaires, c'est à cause des frais d'assurance et tout. Bah non, c'est pas les assurances qui font qu'un passage à l'hôpital pour une appendicite, c'est 55 000 $. Donc oui, c'est vrai que techniquement parlant, il peut faire un peu des économies de bout de chandelle en court-circuitant les assurances. Mais bon, les frais des assurances, c'est pas ça qui font que la santé coûte cher. Donc c'est facile à présenter quand on fait un discours, mais c'est beaucoup trop simpliste, c'est populiste, c'est du populisme de gauche et malheureusement il va pas résoudre le problème. Il va prendre un coût élevé privé, il va le transformer en coût élevé public. C'est tout ce qu'il va faire. Oui, et c'est dommage que là encore on veut dans le discours s'interroger sur les moyens de démocratiser l'accès aux soins, c'est très bien, mais on s'interroge pas sur les causes qui aujourd'hui renchérissent artificiellement les coûts en matière de soins médicaux. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a plein, quoi. Qu'il y a tous les corporatismes concernant l'accès à la profession médicale. Il y a des lobbies très puissants qui ont les moyens de raréfier artificiellement l'offre de médecins. Que ces dispositifs sont aussi présents lorsque l'on parle de déployer des infrastructures telles que les hôpitaux, les pharmacies. C'est extrêmement compliqué d'ouvrir un hôpital, etc. parce que il y a un régime d'agrément qui fait que, eh bien, lorsque vous voulez ouvrir un établissement de santé, c'est pas facile. Et donc, du coup, là, pareil, mécaniquement, offre artificiellement raréfiée dit explosion des coûts. Et là encore, j'aime bien faire le parallèle, mais on a ces mêmes soucis en Europe. Alors il y a une différence aussi. Donc il y a un peu les mêmes cercles vicieux sur l'explosion des coûts, mais il y a quand même un point qui est différent, c'est que comme aux États-Unis, il y a une santé privée qui est très développée, elle ne va pas à un moment donné, avoir à un moment donné ce qu'on observe. Si on regarde le Canada, si on regarde la France, etc. À un moment donné, si le coût est trop élevé, le système de santé entre guillemets va décider de dire non, stop, à ce prix-là, je fais pas. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas forcément le cas, parce que comme il y a tout le système d'assurance privée, etc., cette spirale infernale ne s'arrête pas. Parce que c'est un système qui est semi-privé, semi-public, avec le pire des deux dans les deux cas, et que cette spirale ne s'arrête pas. Mais ce sont des mécanismes très similaires, et on peut pas, effectivement, c'est parce qu'il y a un manque de concurrence. Chaque acteur individuel, à chaque étape du processus de santé, personne n'a intérêt à faire attention aux coûts. Donc il y a un peu cette spirale infernale de coûts, mais là où dans les pays, encore une fois, prenons le Canada, qui est juste en face, c'est le système canadien qui le décrit. Et le système canadien, comme ils disent non, on va pas mettre pour tel prix, qu'est-ce qu'ils font ? Des fois, il y a des files d'attente. On a des gens qui doivent attendre des semaines, des fois, pour avoir des traitements. Alors qu'aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer au lieu d'avoir des files d'attente ? Il va y avoir une augmentation des prix. Donc pareil, ça, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ce qui est économiquement parfaitement logique. Et donc, il peut mettre en place un système à la canadienne où il va baisser les coûts, mais ça veut dire qu'il va devoir imposer simplement, il va devoir mettre en place des pénuries artificielles s'il veut faire cela. Donc voilà, c'est beau sur le papier, on peut pointer du doigt à la France, on peut sans parler du fait que la France, c'est un système de santé qui repose intégralement sur l'exploitation des internes, des infirmiers dont on ne paye pas leurs heures, il faut le dire, on ne paye pas les heures des infirmiers, c'est pour ça qu'on a un système qui tient debout, et on a un système qui est complètement déficitaire. On n'arrête pas d'augmenter, de déplacer les coûts vers les complémentaires, parce qu'on n'arrive pas à couvrir tout. Donc oui, c'est vrai qu'on peut pointer du doigt les systèmes qui n'arrivent pas à tenir, et dire, oh regardez comment ils font à côté.
c'est politique, c'est simpliste et c'est dommage qu'il n'ait pas abordé un débat vraiment sérieux là-dessus. Donc voilà, c'est encore un peu tôt pour dire si lequel est notre candidat ou notre candidate préférée pour la présidentielle américaine. On attend un peu de voir comment les choses vont tourner, mais on voulait déjà vous donner un premier aperçu de ce qu'on pense des différentes propositions qui ont été faites par rapport à ce que les candidats ont pu dire jusqu'ici. Donc on reviendra peut-être sur le sujet quand les primaires seront finies et que le candidat sera déterminé. C'était le 18e épisode de Free Lunch, votre podcast favori. On remercie Fergan pour avoir participé. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et le French Libertarien est un projet bénévole qui paye l'hébergement grâce à vos dons. Donc n'hésitez surtout pas à nous soutenir sur Tipeee. Ça permettra de garder la lumière allumée. Merci à tous et puis à la prochaine.